Ceci est un livre audio autogénéré par Google. Livre Les Misérables, tome 3, Marius. Par Victor Hugo. Livre 1er, Paris étudié dans son atome. Chapitre 1. Parvulus. Paris a un enfant et la forêt a un oiseau. L'oiseau s'appelle le moineau, l'enfant s'appelle le gamin. Accoupler ces deux idées qui contiennent, l'une toute la fournaise, l'autre toute l'aurore, choquer ces étincelles, Paris, l'enfance, il en jaillit un petit être. Homuncio, dirait Plaute. Ce petit être est joyeux. Il ne mange pas tous les jours et il va au spectacle, si bon lui semble, tous les soirs. Il n'a pas de chemise sur le corps, pas de souliers aux pieds, pas de toit sur la tête, il est comme les mouches du ciel qui n'ont rien de tout cela. Il a de 7 à 13 ans, vit par bande, bat le pavé, loge en plein air, porte un vieux pantalon de son père qui lui descend plus bas que les talons, un vieux chapeau de quelque autre père qui lui descend plus bas que les oreilles, une seule bretelle en lisière jaune, court, guette, quête, perd le temps, culotte des pipes, jure comme un damné, hante le cabaret, connaît des voleurs, tutoie des filles, parle argot, chante des chansons obscènes et n'a rien de mauvais dans le cœur. C'est qu'il a dans l'âme une perle, l'innocence, et les perles ne se dissolvent pas dans la boue. Tant que l'homme est enfant, Dieu veut qu'il soit innocent. Si l'on demandait à l'énorme ville, qu'est-ce que c'est que cela? Elle répondrait, c'est mon petit. Fin du chapitre. Chapitre 2. Quelques-uns de ces signes particuliers. Le gamin de Paris, c'est le nain de la géante. N'exagérons point, ce chérubin du ruisseau a quelquefois une chemise, mais alors il n'en a qu'une. Il a quelquefois des souliers, mais alors ils n'ont point de semelles. Il a quelquefois un logis, et il l'aime, car il y trouve sa mère, mais il préfère la rue parce qu'il y trouve la liberté. Il a ses jeux à lui, ses malices à lui dont la haine des bourgeois fait le fond, ses métaphores à lui. Être mort, cela s'appelle manger des pissenlits par la racine. Ses métiers à lui, amener des fiacres, baisser les marchepieds des voitures, établir des péages d'un côté de la rue à l'autre dans les grosses pluies, ce qu'il appelle faire des ponts des arts, crier les discours prononcés par l'autorité en faveur du peuple français, gratter l'entre-deux des pavés. Il a sa monnaie à lui, qui se compose de tous les petits morceaux de cuivre façonnés qu'on peut trouver sur la voie publique. Cette curieuse monnaie, qui prend le nom de loque, a un cours invariable et fort bien réglé dans cette petite bohème d'enfant. Enfin il a sa faune à lui, qu'il observe studieusement dans des coins, la bête à bon Dieu, le puceron tête de mort, le faucheux, le diable, insecte noir qui menace en tordant sa queue armée de 2 cornes. Il a son monstre fabuleux qui a des écailles sous le ventre et qui n'est pas un lézard, qui a des pustules sur le dos et qui n'est pas un crapaud, qui habite les trous des vieux fours à chaux et des puisards desséchés, noir, velu, visqueux, rampant, tantôt lent, tantôt rapide, qui ne crie pas, mais qui regarde, et qui est si terrible que personne ne l'a jamais vu. Il nomme ce monstre le sourd. Chercher des sourds dans les pierres, c'est un plaisir du genre redoutable. Autre plaisir, lever brusquement un pavé et voir des cloportes. Chaque région de Paris est célèbre par les trouvailles intéressantes qu'on peut y faire. Il y a des perce-oreilles dans les chantiers des Ursulines, il y a des mille-pieds au Panthéon, il y a des têtards dans les fossés du Champ de Mars. Quant à des mots, cet enfant en a comme Talleyrand. Il n'est pas moins cynique, mais il est plus honnête. Il est doué d'on ne sait quelle jovialité imprévue, il ahurit le boutiquier de son fou rire. Sa gamme va gaillardement de la haute comédie à la farce. Un enterrement passe. Parmi ceux qui accompagnent le mort, il y a un médecin. Tiens, s'écrie un gamin, depuis quand les médecins reportent-ils leur ouvrage? Un autre est dans une foule. Un homme grave, orné de lunettes et de breloques, se retourne indigné. Vaurien, tu viens de prendre la taille à ma femme. Moi, monsieur, fouillez-moi. Fin du chapitre. Chapitre 3. Il est agréable. Le soir, grâce à quelques sous qu'il trouve toujours moyen de se procurer, l'homuncio entre dans un théâtre. En franchissant ce seuil magique, il se transfigure. Il était le gamin, il devient le titi. Les théâtres sont des espèces de vaisseaux retournés, qui ont la cale en haut. C'est dans cette cale que le titi s'entasse. Le titi est au gamin ce que la phalène est à la larve, le même être envolé et planant. Il suffit qu'il soit là, avec son rayonnement de bonheur, avec sa puissance d'enthousiasme et de joie, avec son battement de main qui ressemble à un battement d'ailes,
pour que cette cale étroite, fétide, obscure, sordide, malsaine, hideuse, abominable, se nomme le paradis. Donnez à un être l'inutile, et ôtez-lui le nécessaire, vous aurez le gamin. Le gamin n'est pas sans quelque intuition littéraire. Sa tendance, nous le disons avec la quantité de regret qui convient, ne serait point le goût classique. Il est, de sa nature, peu académique. Ainsi, pour donner un exemple, la popularité de Mademoiselle Mars dans ce petit public d'enfants orageux était assaisonnée d'une pointe d'ironie. Le gamin l'appelait Mademoiselle Muche. Cet être braille, raille, gouaille, bataille, a des chiffons comme un bambin et des guenilles comme un philosophe, pêche dans l'égout, chasse dans le cloaque, extrait la gaieté de l'immondice, fouille de sa verve les carrefours, ricane et mord, siffle et chante, acclame et engueule, tempère alléluia par ma tante Turlurette, psalmodie tous les rythmes depuis le De Profundis jusqu'à la chienlit, trouve sans chercher, sait ce qu'il ignore, et spartiate jusqu'à la filouterie, et fou jusqu'à la sagesse, et lyrique jusqu'à l'ordure, s'accroupirait sur l'Olympe, se vautre dans le fumier, et en sort couvert d'étoiles. Le gamin de Paris, c'est Rabelais petit. Il n'est pas content de sa culotte, s'il n'y a point de gousset de montre. Il s'étonne peu, s'effraie encore moins, chansonne les superstitions, dégonfle les exagérations, blague les mystères, tire la langue aux revenants, dépoétise les échasses, introduit la caricature dans les grossissements épiques. Ce n'est pas qu'il est prosaïque, loin de là, mais il remplace la vision solennelle par la fantasmagorie farce. Si Adamastor lui apparaissait, le gamin dirait « Tiens !» Croque-mitaine. Fin du chapitre. Chapitre 4. Il peut être utile. Paris commence au badaud et finit au gamin, deux êtres dont aucune autre ville n'est capable, l'acceptation passive qui se satisfait de regarder, et l'initiative inépuisable, prud'homme et fouilloux. Paris seul a cela dans son histoire naturelle. Toute la monarchie est dans le badaud. Toute l'anarchie est dans le gamin. Ce pâle enfant des faubourgs de Paris vit et se développe, se noue et se dénoue dans la souffrance, en présence des réalités sociales et des choses humaines, témoin pensif. Il se croit lui-même insouciant, il ne l'est pas. Il regarde, prêt à rire, prêt à autre chose aussi. Qui que vous soyez qui vous nommez préjugés, abus, ignominie, oppression, iniquité, despotisme, injustice, fanatisme, tyrannie, prenez garde au gamin béant. Ce petit grandira. De quelle argile est-il fait? De la première fange venue. Une poignée de boue, un souffle, voilà Adam. Il suffit qu'un Dieu passe. Un Dieu a toujours passé sur le gamin. La fortune travaille à ce petit être. Par ce mot la fortune, nous entendons un peu l'aventure. Ce pygmée pétri à même dans la grosse terre commune, ignorant, illettré, ahuri, vulgaire, populacier, sera-ce un ionien ou un béotien? Attendez, Curie Rota, l'esprit de Paris, ce démon qui crée les enfants du hasard et les hommes du destin, au rebours du potier latin, fait de la cruche une amphore. Fin du chapitre. Chapitre 5. Ses frontières. Le gamin aime la ville, il aime aussi la solitude, ayant du sage en lui. Urbis amator comme Fuscus, ruris amator comme Flaccus. Errer songeant, c'est-à-dire flâner, est un bon emploi du temps pour le philosophe, particulièrement dans cette espèce de campagne un peu bâtarde, assez laide, mais bizarre et composée de deux natures qui entourent certaines grandes villes, notamment Paris. Observer la banlieue, c'est observer l'amphibie. Fin des arbres, commencement des toits, fin de l'herbe, commencement du pavé, fin des sillons, commencement des boutiques, fin des ornières, commencement des passions, fin du murmure divin, commencement de la rumeur humaine. De là un intérêt extraordinaire. De là, dans ces lieux peu attrayants et marqués à jamais par le passant de l'épithète, triste, les promenades, en apparence sans but du songeur. Celui qui écrit ces lignes a été longtemps rôdeur de barrières à Paris, et c'est pour lui une source de souvenirs profonds. Ce gazon ras, ces sentiers pierreux, cette craie, ces marnes, ces plâtres, ces âpres monotonies des friches et des jachères, les plans de primeur des maraîchers aperçus tout à coup dans un fond, ce mélange du sauvage et du bourgeois, ces vastes recoins déserts où les tambours de la garnison tiennent bruyamment école et font une sorte de bégaiement de la bataille, c'est ébaïde le jour, coupe-gorge la nuit.
le moulin dégingandé qui tourne au vent, les roues d'extraction des carrières, les guinguettes au coin des cimetières, le charme mystérieux des grands murs sombres coupant carrément d'immenses terrains vagues inondés de soleil et pleins de papillons, tout cela l'attirait. Presque personne sur la terre ne connaît ces lieux singuliers. La Glacière, la Cunette, le hideux mur de Grenelle tigré de Bâle, le Montparnasse, la Fosse aux Loups, les aubiers sur la berge de la Marne, Montsouris, la Tombissoire, la Pierre plate de Châtillon où il y a une vieille carrière épuisée qui ne sert plus qu'à faire pousser des champignons, et que ferme à fleur de terre une trappe en planches pourries. La campagne de Rome est une idée, la banlieue de Paris en est une autre. Ne voir dans ce que nous offre un horizon rien que des champs, des maisons ou des arbres, c'est rester à la surface, tous les aspects des choses sont des pensées de Dieu. Le lieu où une plaine fait sa jonction avec une ville, est toujours empreint d'on ne sait quelle mélancolie pénétrante. La nature et l'humanité vous y parlent à la fois. Les originalités locales y apparaissent. Quiconque a erré comme nous dans ces solitudes contiguës à nos faubourgs qu'on pourrait nommer les limbes de Paris, y a entrevu çà et là, à l'endroit le plus abandonné, au moment le plus inattendu, derrière une haie maigre ou dans l'angle d'un mur lugubre, des enfants, groupés tumultueusement, fétides, boueux, poudreux, dépenaillés, hérissés, qui jouent à la pigoche couronnée de bleuets. Ce sont tous les petits échappés des familles pauvres. Le boulevard extérieur est leur milieu respirable, la banlieue leur appartient. Ils y font une éternelle école buissonnière. Ils y chantent ingénument leur répertoire de chansons malpropres. Ils sont là ou pour mieux dire, ils existent là, loin de tout regard dans la douce clarté de mai ou de juin, agenouillés autour d'un trou dans la terre, chassant des billes avec le pouce, se disputant des liards, irresponsables, envolés, lâchés, heureux, et dès qu'ils vous aperçoivent, ils se souviennent qu'ils ont une industrie, et qu'il leur faut gagner leur vie, et ils vous offrent à vendre un vieux bas de laine plein de hannetons ou une touffe de lilas. Ces rencontres d'enfants étranges sont une des grâces charmantes, et en même temps poignantes, des environs de Paris. Quelquefois dans ces tas de garçons il y a des petites filles, sont leurs sœurs, presque jeunes filles maigres, fiévreuses, gantées de hâle, marquées de taches de rousseur, coiffées d'épis de seigle et de coquelicots, gaies à garde, pieds nus. On en voit qui mangent des cerises dans les blés. Le soir on les entend rire. Ces groupes, chaudement éclairés de la pleine lumière de midi ou entrevus dans le crépuscule, occupent longtemps le songeur, et ses visions se mêlent à son rêve. Paris, centre, la banlieue, circonférence, voilà pour ces enfants toute la terre. Jamais, ils ne se hasardent au-delà. Ils ne peuvent pas plus sortir de l'atmosphère parisienne, que les poissons ne peuvent sortir de l'eau. Pour eux, à 2 lieues des barrières, il n'y a plus rien. Ivry, Gentilly, Arcueil, Belleville, Aubervilliers, Ménilmontant, Choisy-le-Roi, Billancourt, Meudon, Issy, Vanves, Sèvres, Puteaux, Neuilly, Gennevilliers, Colombes, Romainville, Chatou, Asnières, Bougival, Nanterre, Enghien, Noisy-le-Sec, Nogent, Gournay, Drancy, Gonesse, c'est là que finit l'univers. Fin du chapitre. Chapitre 6. Un peu d'histoire. À l'époque, d'ailleurs presque contemporaine, où se passe l'action de ce livre, il n'y avait pas comme aujourd'hui, un sergent de ville à chaque coin de rue, bien fait qu'il n'est pas temps de discuter. Les enfants errants abondaient dans Paris. Les statistiques donnent une moyenne de 260 enfants sans asile ramassés alors annuellement par les rondes de police dans les terrains non clos, dans les maisons en construction, et sous les arches des ponts. Un de ces nids, resté fameux, a produit les hirondelles du pont d'Arcole. C'est là, du reste, le plus désastreux des symptômes sociaux. Tous les crimes de l'homme commencent au vagabondage de l'enfant. Exceptons Paris pourtant. Dans une mesure relative, et nonobstant le souvenir que nous venons de rappeler, l'exception est juste. Tandis que dans toute autre grande ville un enfant vagabond est un homme perdu, tandis que presque partout, l'enfant livré à lui-même est en quelque sorte dévoué et abandonné à une sorte d'immersion fatale dans les vices publics qui dévorent en lui l'honnêteté et la conscience, le gamin de Paris, insistons-y, si fruste et si entamé à la surface, est intérieurement à peu près intact. Chose magnifique à constater et qui éclate dans la splendide probité de nos révolutions populaires, une certaine incorruptibilité résulte de l'idée qui est dans l'air de Paris, comme du sel qui est dans l'eau de l'océan. Respirer Paris, cela conserve l'âme. Ce que nous disons là, n'ôte rien au serrement de cœur dont on se sent pris chaque fois qu'on rencontre un de ces enfants autour desquels il semble qu'on voit flotter les fils de la famille brisée.
Dans la civilisation actuelle, si incomplète encore, ce n'est point une chose très anormale que ces fractures de famille se vidant dans l'ombre, ne sachant plus trop ce que leurs enfants sont devenus, et laissant tomber leurs entrailles sur la voie publique. De là des destinées obscures. Cela s'appelle, car cette chose triste a fait locution, être jeté sur le pavé de Paris. Soit dit en passant, ces abandons d'enfants n'étaient point découragés par l'ancienne monarchie. Un peu d'Égypte et de Bohême dans les basses régions, accommodait les hautes sphères, et faisait l'affaire des puissants. La haine de l'enseignement des enfants du peuple était un dogme. À quoi bon les demi-lumières? Tel était le mot d'ordre. Or l'enfant errant est le corollaire de l'enfant ignorant. D'ailleurs, la monarchie avait quelquefois besoin d'enfants, et alors elle écumait la rue. Sous Louis XIV, pour ne pas remonter plus haut, le roi voulait avec raison créer une flotte. L'idée était bonne. Mais voyons le moyen. Pas de flotte si, à côté du navire à voile, jouait du vent, et pour le remorquer au besoin, on n'a pas le navire qui va où il veut, soit par la rame, soit par la vapeur. Les galères étaient alors à la marine ce que sont aujourd'hui les steamers. Il fallait donc des galères, mais la galère ne se meut que par le galérien, il fallait donc des galériens. Colbert faisait faire par les intendants de province, et par les parlements le plus de forçats qu'il pouvait. La magistrature y mettait beaucoup de complaisance. Un homme gardait son chapeau sur sa tête devant une procession, attitude huguenote, on l'envoyait aux galères. On rencontrait un enfant dans la rue, pourvu qu'il eût 15 ans et qu'il ne sût où coucher, on l'envoyait aux galères. Grand règne, grand siècle. Sous Louis XV, les enfants disparaissaient dans Paris, la police les enlevait, on ne sait pour quel mystérieux emploi. On chuchotait avec épouvante de monstrueuses conjectures sur les bains de pourpre du roi. Barbier parle naïvement de ces choses. Il arrivait parfois que les exempts, à court d'enfants, en prenaient qui avaient des pères. Les pères désespérés couraient sus aux exempts. En ce cas-là, le Parlement intervenait et faisait pendre qui? Les exempts? Non. Les pères. Fin du chapitre. Chapitre 7. Le gamin aurait sa place dans les classifications de l'Inde. La gaminerie parisienne est presque une caste. On pourrait dire, n'en est pas qui veut. Ce mot, gamin, fut imprimé pour la première fois et arriva de la langue populaire dans la langue littéraire en 1834. C'est dans un opuscule intitulé Claude Gueux que ce mot fit son apparition. Le scandale fut vif. Le mot a passé. Les éléments qui constituent la considération des gamins entre eux sont très variés. Nous en avons connu et pratiqué un qui était fort respecté et fort admiré pour avoir vu tomber un homme du haut des tours de Notre-Dame, un autre, pour avoir réussi à pénétrer dans l'arrière-cour où étaient momentanément déposées les statues du dôme des Invalides, et leur avoir chipé du plomb, un troisième, pour avoir vu verser une diligence, un autre encore, parce qu'il connaissait un soldat qui avait manqué crever un œil à un bourgeois. C'est ce qui explique cette exclamation d'un gamin parisien, épiphonème profond dont le vulgaire rit sans le comprendre, « Dieu de Dieu, ai-je du malheur ?» dire que je n'ai pas encore vu quelqu'un tomber d'un cinquième. Ai-je se prononce j'étais-y cinquième se prononce cinquième. Certes, c'est un beau mot de paysan que celui-ci. Père un tel, votre femme est morte de sa maladie, pourquoi n'avez-vous pas envoyé chercher de médecin? Que voulez-vous, monsieur, nous autres pauvres gens, nous mourrons nous-mêmes. Mais si toute la passivité narquoise du paysan est dans ce mot, toute l'anarchie libre penseuse du mioche faubourien est à coup sûr dans cet autre. Un condamné à mort dans la charrette écoute son confesseur. L'enfant de Paris se récrie, il parle à son calotin. Oh! Le capon! Une certaine audace en matière religieuse rehausse le gamin. Être esprit fort est important. Assister aux exécutions constitue un devoir. On se montre la guillotine, et l'on rit. On l'appelle de toutes sortes de petits noms, fin de la soupe, grognon, la mer au bleu au ciel, la dernière bouchée, etc., etc. Pour ne rien perdre de la chose, on escalade les murs, on se hisse au balcon, on monte aux arbres, on se suspend aux grilles, on s'accroche aux cheminées. Le gamin n'est couvreur comme il n'est marin. Un toit ne lui fait pas plus peur qu'un mât. Pas de fête qui vaille la grève. Samson et l'abbé Monté sont les vrais noms populaires. On eut le patient pour l'encourager. On l'admire quelquefois.
Lacenaire, gamin, voyant l'affreux Dautin mourir bravement, a dit ce mot où il y a un avenir, j'en étais jaloux. Dans la gaminerie, on ne connaît pas Voltaire, mais on connaît Papavoine. On mêle dans la même légende, les politiques aux assassins. On a les traditions, du dernier vêtement de tous. On sait que Tolleron avait un bonnet de chauffeur, Avril une casquette de loutre, Louvel un chapeau rond, que le vieux de la Porte était chauve et nu-tête, que Castin était tout rose et très joli, que Bory avait une barbiche romantique, que Jean Martin avait gardé ses bretelles, que Lecouffé et sa mère se querellaient. Ne vous reprochez donc pas votre panier, leur cria un gamin. Un autre, pour voir passer deux baquères, trop petits dans la foule, avise la lanterne du quai et y grimpe. Un gendarme de station là fronce le sourcil. Laissez-moi monter, monsieur le gendarme, dit le gamin. Et pour attendrir l'autorité, il ajoute, je ne tomberai pas, je m'importe peu que tu tombes, répond le gendarme. Dans la gaminerie, un accident mémorable est fort compté. On parvient au sommet de la considération, s'il arrive qu'on se coupe très profondément, jusqu'à l'os. Le poing n'est pas un médiocre élément de respect. Une des choses que le gamin dit le plus volontiers, c'est « je suis joliment fort, va, être gaucher vous rend fort enviable ». Loucher est une chose estimée. Fin du chapitre. Chapitre 8. Où on lira un mot charmant du dernier roi. L'été il se métamorphose en grenouille. Et le soir, à la nuit tombante, devant les ponts d'Austerlitz et d'Iéna, du haut des trains à charbon et des bateaux de blanchisseuses, il se précipite tête baissée dans la Seine, et dans toutes les infractions possibles aux lois de la pudeur et de la police. Cependant les sergents de ville veillent, et il en résulte une situation hautement dramatique qui a donné lieu une fois à un cri fraternel et mémorable. Ce cri, qui fut célèbre vers 1830, est un avertissement stratégique de gamin à gamin. Il se scande comme un vers d'Homère, avec une notation presque aussi inexprimable que la mélopée éleusiaque des Panathénées, et l'on y retrouve l'antique Évohé. Le voici, ohé titi, oh accent aigu e, il y a de la grippe, il y a de la cogne, prends tes ardes et va-t'en, passe par l'égout. Quelquefois ce moucheron, c'est ainsi qu'il se qualifie lui-même, sait lire, quelquefois il sait écrire, toujours il sait barbouiller. Il n'hésite pas à se donner, par on ne sait quel mystérieux enseignement mutuel, tous les talents qui peuvent être utiles à la chose publique. De 1815 à 1830, il imitait le cri du dindon. De 1830 à 1848, il griffonnait une poire sur les murailles. Un soir d'été, Louis-Philippe, rentrant à pied, en vit un tout petit, haut comme cela, qui suait et se haussait pour charbonner une poire gigantesque sur un des piliers de la grille de Neuilly. Le roi, avec cette bonhomie qui lui venait de Henri IV, aida le gamin, acheva la poire, et donna un louis à l'enfant en lui disant « La poire est aussi là-dessus ». Le gamin aime le hourvari. Un certain état violent lui plaît. Il exècre les curés. Un jour, rue de l'Université, un de ces jeunes drôles faisait un pied de nez à la porte cochère du numéro 69. « Pourquoi fais-tu cela à cette porte ?» lui demanda un passant. L'enfant répondit « Il y a là un curé. » C'est là en effet, que demeure le nonce du pape. Cependant, quel que soit le voltairianisme du gamin, si l'occasion se présente d'être enfant de cœur, il se peut qu'il accepte et dans ce cas il sert la messe poliment. Il y a deux choses dont il est le tantale, et qu'il désire toujours sans y atteindre jamais, renverser le gouvernement et faire recoudre son pantalon. Le gamin à l'état parfait, possède tous les sergents de ville de Paris, et sait toujours, lorsqu'il en rencontre un, mettre le nom sous la figure. Il les dénombre sur le bout du doigt. Il étudie leurs mœurs, et il a sur chacun des notes spéciales. Il lit à livre ouvert dans les âmes de la police. Il vous dira couramment et sans broncher, un tel est traître, un tel est très méchant, un tel est grand, un tel est ridicule. Tous ces mots, traître, méchant, grand, ridicule, ont dans sa bouche une acception particulière. Celui-ci s'imagine que le Pont-Neuf est à lui, et empêche le monde de se promener sur la corniche en dehors des parapets. Celui-là a la manie de tirer les oreilles aux personnes, etc., etc. Fin du chapitre. Chapitre 9. La vieille âme de la Gaule. Il y avait de cet enfant-là dans Poquelin, fils des Halles. Il y en avait dans Beaumarchais. La gaminerie est une nuance de l'esprit gaulois. Mêlée au bon sens, elle lui ajoute parfois de la force comme l'alcool au vin.
Quelquefois, elle est défaut. Homère rabâche soit, on pourrait dire que Voltaire gamine. Camille Desmoulins était faubourien. Championnet, qui brutalisait les miracles, était sorti du pavé de Paris. Il avait tout petit inondé les portiques de Saint-Jean-de-Beauvais et de Saint-Étienne-du-Mont. Il avait assez tutoyé la chasse de Sainte-Geneviève pour donner des ordres à la fiole de Saint-Janvier. Le gamin de Paris est respectueux, ironique et insolent. Il a de vilaines dents parce qu'il est mal nourri et que son estomac souffre, et de beaux yeux parce qu'il a de l'esprit. Jéhovah présent, il sauterait à cloche-pied les marches du paradis. Il est fort à la savate. Toutes les croissances lui sont possibles. Il joue dans le ruisseau et se redresse par l'émeute, son effronterie persiste devant la mitraille, c'était un polisson, c'est un héros. Ainsi que le petit Thébain, il secoue la peau du lion. Le tambour bara était un gamin de Paris, il crie « En avant », comme le cheval de l'écriture dit, VAH, et en 1 minute il passe du marmot au géant. Cet enfant du bourbier est aussi l'enfant de l'idéal. Mesurez cette envergure qui va de Molière à Bara. Somme toute, et pour tout résumer d'un mot, le gamin est un être qui s'amuse parce qu'il est malheureux. Fin du chapitre. Chapitre 10. Ecce Paris, ecce homo. Pour tout résumer encore, le gamin de Paris aujourd'hui, comme autrefois le Graculus de Rome, c'est le peuple enfant ayant au front la ride du monde vieux. Le gamin est une grâce pour la nation, et en même temps une maladie. Maladie qu'il faut guérir. Comment ? Par la lumière. La lumière assainit. La lumière allume. Toutes les généreuses irradiations sociales sortent de la science, des lettres, des arts, de l'enseignement. Faites des hommes. Éclairez-les pour qu'ils vous échauffent. Tôt ou tard, la splendide question de l'instruction universelle se posera avec l'irrésistible autorité du vrai absolu, et alors ceux qui gouverneront sous la surveillance de l'idée française auront à faire ce choix, les enfants de la France ou les gamins de Paris, des flammes dans la lumière ou des feux follets dans les ténèbres. Le gamin exprime Paris, et Paris exprime le monde. Car Paris est un total. Paris est le plafond du genre humain. Toute cette prodigieuse ville est un raccourci des mœurs mortes et des mœurs vivantes. Qui voit Paris, croit voir le dessous de toute l'histoire avec du ciel et des constellations dans les intervalles. Paris a un Capitole, l'Hôtel de Ville, un Parthénon Notre-Dame, un Mont-Aventin, le Faubourg Saint-Antoine, un Asinarium, la Sorbonne, un Panthéon, le Panthéon, une voie sacrée, le boulevard des Italiens, une tour des vents, l'Opinion, et il remplace l'hégémonie par le ridicule. Son Majo s'appelle le Pharaon, son Transtévérin s'appelle le Faubourien, son Amal s'appelle le Fort de la Halle, son Lazaronnais s'appelle la Pègre, son Cockney s'appelle le Gandin. Tout ce qui est ailleurs est à Paris. La poissarde de Dumarsais peut donner la réplique à la vendeuse d'herbe d'Euripide, le discobole Veranus revit dans le danseur de cordes Forioso, Therapontigonus Miles prendrait bras dessus bras dessous le grenadier Vadeboncoeur, Damasippe le brocanteur serait heureux chez les marchands de bric-à-brac, Vincennes empoignerait Socrate tout comme l'Agora coffrerait Diderot, Grimaud de la Reynière a découvert le roast-beef au suif comme Curtius avait inventé le hérisson rôti, nous voyons reparaître sous le ballon de l'arc de l'étoile, le trapèze qui, aidant Plaute, le mangeur d'épée du Pessil rencontré par Apulée est à valeur de sabre sur le Pont-Neuf, le neveu de Rameau et Curculion le parasite font la paire. Ergasile se ferait présenter chez Cambacérès par d'Aigrefeuille. Les 4 muscadins de Rome, Alcésimachus, Phédromus, Diabolus et Argyrippe descendent de la courtille dans la chaise de poste de l'abattu. Aolugel ne s'arrêtait pas plus longtemps devant Congrio que Charles Nodier devant Polichinelle. Marton n'est pas une tigresse, mais Pardalisca n'était point un dragon. Pantolabus le loustique blague au café anglais Nomentanus le viveur. Hermogène est ténor aux Champs-Élysées, et autour de lui, Thrasius le gueux, vêtu en bobèche, fait la quête. L'importun qui vous arrête aux Tuileries par le bouton de votre habit vous fait répéter après 2000 ans l'apostrophe de Zeus Prion, Quis properantem me prehendit palio. Le vin de Suresnes parodie le vin d'Albe, le rouge-bord de Désogier fait équilibre à la grande coupe de Balatron, le Père-Lachaise exhale sous les pluies nocturnes les mêmes lueurs que les Esquilies, et la fosse du pauvre achetée pour 5 ans vaut la bière de louage de l'esclave. Cherchez quelque chose que Paris n'est pas. La cuve de Trophonius ne contient rien qui ne soit dans le baquet de Mesmer.
Ergaphilos ressuscite dans Cagliostro. Le brahmine Vasaphanta s'incarne dans le conte de Saint-Germain. Le cimetière de Saint-Médard fait de tout aussi bons miracles que la mosquée Oumoumié de Damas. Paris a un Ésope qui est mailleux et une Canidie qui est... Nous espérons que vous avez apprécié cet aperçu. Pour continuer à écouter ce livre audio sur Google Play Livres, utilisez le lien dans la description de la vidéo.